Une valise au nom de Rimbaud a été retrouvée dans le hall. Arthur Rimbaud, merci de venir la récupérer. Alors, voyons voir. Dans la valise de Rimbaud, il y a une trousse pleine de crayons, un billet de train, des lunettes, des allumettes et des semelles orthopédiques. Mais qu'est-ce que ces objets représentent ? Dans la valise de Rimbaud, podcast L'écume des œuvres, Hachette Éducation. Alors, une trousse. Et oui, la trousse, c'est l'école, la jeunesse et les années de formation. Arthur Rimbaud est né le 20 octobre 1854 à Charleville, dans les Ardennes. Il a un frère et 2 sœurs. Alors qu'il a 6 ans, ses parents se séparent. Son père quitte la maison et Arthur souffre beaucoup de cet abandon. Il grandit donc avec sa mère, Vitalie Cuif. On dirait le nom d'un médicament, non ? Vitalie est une femme très stricte et sévère qui élève seule ses enfants. Rimbaud n'a pas toujours été tendre avec sa mère, qu'il surnommait la mère Rimbe, Mother, la daronfe, ou encore la bouche d'ombre, en référence à un poème de Victor Hugo. Quand le jeune Rimbaud la met en scène dans ses poèmes, c'est souvent pour la placer en position d'autorité, comme dans la première strophe des Poètes de 7 ans. Et la mère, fermant le livre du devoir, s'en allait satisfaite et très fière, sans voir, dans les yeux bleus et sous le front plein d'éminence, l'âme de son enfant livrée aux répugnances. On sent bien que Rimbaud se place en opposition vis-à-vis de cette mère sévère, et il persévère durant des années. Malgré tout, Vitalie a dû faire face aux difficultés que connaissent les mères célibataires à l'époque, et s'est battue pour que ses enfants réussissent. Solitaire, dans l'ombre vigilante de cette mère qui veille, le petit Rimbaud se plonge dans la lecture, dans des livres illustrés où, grâce à son imagination débordante, il rêve de poésie, de voyage et d'aventure. À l'école, c'est un excellent élève. Certains disent même qu'il est surdoué. Ses vers et ses traductions latines impressionnent ses enseignants et il remporte plusieurs prix d'excellence. Ses premiers poèmes sont publiés très tôt, dès 1870, dans des journaux locaux. C'est justement en 1870 qu'il rencontre le professeur Georges Isambard, âgé de 21 ans et qui l'influence beaucoup. Il bavarde souvent, se promène les jeudis et les dimanches. Arthur apprend énormément aux côtés de Georges, qui l'aide à libérer son potentiel créatif, en classe comme dans leurs conversations ou leurs correspondances. Et oui, l'air de rien, les premiers textes de Rimbaud doivent énormément à l'école et à la culture scolaire. Ses premiers poèmes sont peuplés de références à Victor Hugo, Charles Baudelaire et aux auteurs qu'il a étudiés, imités ou traduits en classe. C'est pourquoi la trousse est un élément si important de cette valise. C'est grâce à cette scolarité brillante que Rimbaud a pu devenir Rimbaud, en détournant tous ces codes qu'il avait appris à maîtriser mieux que personne. Vous voyez qu'il faut être attentif en classe et écouter ses profs, depuis le temps qu'on vous le répète. Mais bien qu'il fût un excellent élève, Arthur s'ennuyait ferme à Charleville, qu'il appelait d'ailleurs l'atroce Charlestown, ou encore la ville suprêmement idiote. Si vous avez grandi dans une petite ville genre Sinistros-des-Prés ou Somme-sur-Isère, vous avez peut-être aussi ressenti ça. Charles exprime cet ennui dans ses premiers poèmes, tels qu'À la musique, dans lequel il emploie la satire pour se moquer des militaires, des bourgeois et des notables de cette petite ville de province. Sur la place taillée en mesquine pelouse, square où tout est correct, les arbres et les fleurs, tous les bourgeois poussifs qu'étranglent les chaleurs portent les jeudis soirs leurs bêtises jalouses. Parmi ces gens, Rimbaud ne se sent pas à sa place. Ce qu'il fait rêver, lui, c'est le voyage, l'évasion, mais surtout Paris. Ce qui nous amène au billet de train. C'est bien d'avoir un billet, ça n'a pas toujours été le cas pour Rimbaud. Nous l'avons dit, il s'ennuie ferme à Charleville et il veut se rapprocher des poètes parisiens, notamment des Parnassiens. Le Parnasse est un mouvement poétique de la fin du XIXe siècle dans lequel les poètes mettent en avant l'art pour l'art et le travail stylistique de l'artiste, loin des considérations politiques ou des épanchements lyriques du romantisme. Rimbaud n'hésite pas à écrire à des poètes qu'il admire et même à leur envoyer ses textes dans l'espoir d'être publiés. Dans une lettre adressée au célèbre poète Théodore de Banville, en mai 1870, il affirme « Je serai parnassien ». Dans cette lettre,
Rimbaud, qui ment un peu sur son âge pour paraître plus vieux, exprime déjà son ambition folle. Nous sommes au mois d'amour. J'ai 17 ans. L'âge des espérances et des chimères, comme on dit. Et voici que je me suis mis, enfant touché par le doigt de la muse, pardon si c'est banal, à dire mes bonnes croyances, mes espérances, mes sensations, toutes ces choses des poètes. Moi, j'appelle cela du printemps. Banville lui répond mais ne le publie pas. Et c'est le 29 août 1870 que Rimbaud prend une décision importante. Il fugue pour Paris. Sans argent, il voyage sans billet. Aïe! Malheureusement pour lui, il est contrôlé et arrêté. À l'époque, on ne rigolait pas avec les fraudeurs. Rimbaud est envoyé à la prison de Mazas. Il demande de l'aide à Isambard, son enseignant. Ce dernier habite à Douai et y accueille Rimbaud à 2 reprises, en septembre et en octobre, après une seconde fugue d'Arthur, vers la Belgique cette fois-ci. C'est à l'occasion de ses séjours à Douai qu'Arthur rencontre Paul Demeny, un poète, à qui il confie les poèmes qu'on retrouve aujourd'hui dans les cahiers de Douai. De retour à la case Charleville, après ce passage par la case prison, comme dans le Monopoly, mais sans avoir eu le temps de visiter les Champs-Élysées, Rimbaud a du mal à retrouver son quotidien. Tandis que la guerre contre la Prusse se poursuit, il traîne et s'ennuie. C'est en février 1871 qu'il retourne enfin à Paris. Le séjour le comble de bonheur et il se rapproche des poètes qu'il admire. En mars 1871, de retour à Charleville, il est très touché par les événements de la Commune et écrit des poèmes révoltés. Durant l'été 1871, il entretient également une relation épistolaire avec le poète Paul Verlaine. Alors, épistolaire, ça veut dire par lettre, rien à voir avec un pistolet. Enfin, pour le moment, vous allez voir. Rimbaud va donc rejoindre Verlaine à Paris. Là-bas, il étonne les gens qu'il rencontre par son intelligence, sa vivacité d'esprit, mais aussi par sa vulgarité et son absence totale de bonne manière. Quand il lit son poème « Le bateau ivre », tout le monde est impressionné par son talent. Mais quand il insulte les invités lors des dîners ou se promène tout nu devant les fenêtres, cela passe un peu moins. Verlaine, âgé de 10 ans de plus que lui, est déjà marié et père de famille, mais les deux commencent à entretenir une relation. Ils vivent une intense et violente histoire d'amour, participent activement à la vie littéraire, voyagent à Londres et en Belgique semant la zizanie et le scandale partout où ils passent. Le couple se fâche souvent et manque de se séparer à plusieurs reprises. Dans une lettre du 5 juillet 1873, Arthur écrit à Paul, qui vient de le quitter. « Certes, si ta femme revient, je ne te compromettrai pas en t'écrivant. Je n'écrirai jamais. Le seul vrai mot c'est « reviens ». Je veux être avec toi, je t'aime. Si tu écoutes cela, tu montreras du courage et un esprit sincère. Autrement, je te plains. Mais je t'aime, je t'embrasse, et nous nous reverrons. Rimbaud. Paul accepte de rejoindre Arthur, mais c'est le 10 juillet 1873 que leur relation prend fin de manière tragique. Ivre et en colère, Verlaine tire sur Rimbaud au revolver. Je vous l'avais dit qu'il y avait un rapport avec le pistolet. Touché au poignet, Rimbaud n'est que légèrement blessé. Verlaine, lui, est arrêté et envoyé en prison. Décidément, la case prison. Ce qui nous amène aux lunettes. Non, Rimbaud n'avait pas de problème de vue. Les lunettes sont là pour symboliser ce qu'Arthur appelait le fait d'être voyant. Cette idée est exprimée dans 2 lettres qu'il a envoyées à ses amis Paul Demeny et Georges Isambard en mai 1871. Rimbaud y dévoile une vision originale et radicale de la poésie. Il écrit à Isambard. « Maintenant, je m'encrapule le plus possible. Pourquoi ? Je veux être poète et je travaille à me rendre voyant. Vous ne comprendrez pas tout et je ne saurais presque vous expliquer. Il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens. » Il poursuit cette pensée dans la 2e lettre, plus longue, adressée à Paul Demeny. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie, il cherche lui-même, il épuise en lui tous les poisons pour n'en garder que les quintessences. Ineffable torture où il a besoin de toute la foi, de toute la force surhumaine, où il devient entre tous le grand malade, le grand criminel, le grand maudit et le suprême savant, car il arrive à l'inconnu. Alors, être voyant ne signifie pas que Rimbaud pouvait prédire l'avenir, faire revenir l'être aimé ou soigner la vilaine calvitie de Verlaine, non. Être voyant est un terme d'inspiration biblique. Dans la religion, le voyant est celui qui est parvenu, à force d'introspection et de réflexion, à percer les secrets du monde. Rimbaud, dans une démarche proche de celle de Victor Hugo ou de Charles Baudelaire, fait du poète un être à part dans la société.
Selon lui, le poète serait capable justement de devenir voyant, non pas par la méditation ou la prière, mais par le dérèglement. C'est l'originalité de Rimbaud. Chez lui, la recherche poétique passe par le dérèglement, le rejet des normes sociales, l'exploration des interdits. Ce dérèglement des sens apparaît particulièrement dans des poèmes comme Voyelles, dans lequel il donne des couleurs aux lettres. Il décrit d'ailleurs cette période de sa vie dans Alchimie du Verbe, un poème qu'on retrouve dans la partie intitulée Délire de son recueil d'Une saison en enfer. J'inventais la couleur des voyelles. A, noir. E, blanc. I, rouge. O, bleu. U, vert. Je réglais la forme et le mouvement de chaque consonne et, avec des rythmes instinctifs, je me flattais d'inventer un verbe poétique accessible, un jour ou l'autre, à tous les sens. J'écrivais des silences, des nuits, je notais l'inexprimable, je fixais des vertiges. Dans ces 2 lettres du voyant, Rimbaud emploie l'expression devenue célèbre. Je est un autre. Ouvrant aussi sur un nombre immense d'interprétations. Cette recherche, ce besoin d'être voyant, explique en partie la vie dissolue et scandaleuse de Rimbaud. Il tentait en réalité une expérience presque mystique, surhumaine, expérience à laquelle il ne pouvait que se brûler les ailes. Ce qui nous amène aux allumettes, qui peuvent représenter plusieurs choses. Tout d'abord, elles nous renvoient au personnage de Prométhée qui, dans la mythologie grecque, vole le feu aux dieux pour le donner aux hommes. Dans les lettres du voyant, Rimbaud écrit cette phrase. Donc le poète est vraiment voleur de feu. Pour Rimbaud, le poète est une figure prométhéenne qui doit voler un secret des dieux, le transmettre aux hommes et être puni pour cela. Le feu à voler, ses visions, ses sensations nouvelles, nécessitent l'invention d'une langue nouvelle. Comme dit Rimbaud, le poète doit se plonger dans l'inconnu et faire sentir, palper, écouter ses inventions, ce qu'il rapporte de là-bas. En parlant d'inventer une langue nouvelle, Rimbaud n'hésite pas à inventer des mots comme abracadabrantesque, hargnosité ou encore le joli illuminé, qui signifie éclairé par la lune. Les allumettes peuvent aussi symboliser le fait que Rimbaud ait écrit en juin 1871 à Paul de Meny « Brûlez, je le veux, et je crois que vous respecterez ma volonté comme celle d'un mort. Brûlez tous les vers que je fus assez sot pour vous donner lors de mon séjour à Douai. » De Meny ne les détruit pas, mais il y a pourtant une véritable volonté de la part de Rimbaud de voir disparaître par le feu ces œuvres de jeunesse que nous connaissons aujourd'hui sous le titre des Cahiers de Douai. Peut-être les trouvait-il trop classiques, lui qui veut se débarrasser de la vieillerie poétique. S'il rejette ces œuvres de jeunesse, Rimbaud s'applique cependant à travailler les suivantes, notamment la seule dont il est accompagné l'édition, Une saison en enfer. Notez qu'en enfer, il y a du feu. Eh ben oui, tout est lié. Ce recueil de poèmes en prose, paru en 1873, est un échec, mais est aujourd'hui considéré comme un chef-d'œuvre. Dans ce court recueil, le feu est omniprésent, comme le montre le début du poème Nuit de l'enfer. J'ai avalé une fameuse gorgée de poison. 3 fois béni soit le conseil qui m'est arrivé. Les entrailles me brûlent. La violence du venin tord mes membres, me rend difforme, me terrasse. Je meurs de soif. J'étouffe, je ne puis crier, c'est l'enfer, l'éternelle peine. Voyez comme le feu se relève. Je brûle comme il faut. Va, démon. En 1874, Rimbaud se rend à Londres avec son ami Germain Nouveau et travaille sur de nouveaux poèmes. En 1875, il retrouve brièvement Verlaine et lui confie plusieurs poèmes. C'est cette année-là qu'il met fin à sa production poétique. Et oui, comme les allumettes, Rimbaud a brillé vite et fort, mais s'est aussi éteint très rapidement. Son œuvre poétique s'étend sur près de 5 ans, ce qui est très peu. Météore dans le ciel de la poésie, Rimbaud est devenu, comme Prométhée, un véritable mythe. Et enfin, les semelles orthopédiques. Bon, elles représentent, un peu ironiquement, il faut l'avouer, la suite et la fin de la vie de Rimbaud. Une fois son œuvre poétique achevée, Arthur, qui avait toujours rêvé de voyage, se met à voyager pour de bon. Lui que Verlaine surnomme l'homme aux semelles de vent, s'engage dans l'armée hollandaise, suit les troupes jusqu'à Java, en Indonésie, où il déserte à peine arrivé. Il revient ensuite en Europe, visite l'Autriche, l'Allemagne, la Suède, puis se rend à Chypre, où il devient chef de chantier, avant de partir en Arabie et enfin en Abyssinie, l'actuelle Éthiopie, où il fait du commerce, plus ou moins fructueux, de café, de peau et même d'armes. Vendeur d'armes après avoir été un poète révolté. C'est un retournement un brin triste, vous ne trouvez pas ?
Malheureusement, Rimbaud souffre de plus en plus de la jambe et des semelles orthopédiques n'auraient rien changé. Il s'agissait probablement d'une tumeur au genou. À cette époque, Rimbaud écrit beaucoup à sa mère, qui vient le rejoindre à l'hôpital. Amputé de la jambe droite, souffrant beaucoup, Rimbaud meurt finalement le 10 novembre 1891 à Marseille en compagnie de sa sœur Isabelle. Il a 37 ans. Rimbaud ne s'est pas soucié de sa postérité ou de construire sa légende littéraire. Ce sont ses amis, Demeny, Isambard et Verlaine, qui ont travaillé à le faire connaître. Verlaine, d'ailleurs, lui donne une place centrale dans son ouvrage Les Poètes maudits, aidant à faire connaître la figure sulfureuse d'Arthur. Voilà d'ailleurs comment Verlaine le décrit. L'homme était grand, bien bâti, presque athlétique, au visage parfaitement ovale d'ange en exil, avec des cheveux châtain clair mal en ordre et des yeux d'un bleu pâle inquiétant. Son œuvre, pourtant si courte, a eu une influence remarquable sur de nombreux artistes. Les surréalistes comme André Breton le considèrent comme un précurseur. Plus récemment, Pierre Michon, Jean Telet ou Guillaume Meurice ont écrit des œuvres intimement liées à Rimbaud. En France, on peut même retrouver Rimbaud cité dans des chansons de Pomme, Big Flo et Oli, Gaël Faye, Médine ou Sosomanès. Il y représente souvent une figure de poète révolté, d'éternel adolescent libre et bohème. On pourrait également faire un parallèle avec le monde du rock, où le mythe de l'artiste vivant intensément et mourant jeune est très célèbre. Il existe par exemple la triste légende du Club des 27, un groupe d'artistes morts à 27 ans et comptant des figures mythiques de la musique, telles que Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse ou Jim Morrison, qui était d'ailleurs un très très grand fan d'Arthur Rimbaud. Tout est lié, je vous dis. Rimbaud est une figure incontournable de la poésie française. Enfant terrible de la littérature du XIXe siècle, Rimbaud a aussi bien écrit des textes vulgaires sur les excréments que des poèmes d'une douceur folle comme Sensation, Ma Bohème ou Le Dormeur du Val, qui sont toujours étudiés dans les écoles. Sa vie mouvementée a accompagné son œuvre brève, rapidement entamée et tout aussi vite achevée. Finalement, il est mort sans connaître la gloire, ce qui participe aussi à construire sa légende. Pour en apprendre un peu plus sur ses premiers poèmes réunis dans les cahiers de Douai et continuer à entendre ma belle voix parce que c'est quand même vrai que j'ai une belle voix, non ? N'hésitez pas à aller écouter notre second podcast, Les cahiers de Douai, sur le bout des doigts. Mais en attendant, allez, refermons la valise de Rimbaud. On ne sait jamais, il pourrait vouloir la récupérer et, pourquoi pas, repartir en voyage. Enfin, s'il pouvait avoir un billet cette fois, ça lui éviterait un nouveau détour par la case prison. Dans la valise de Rimbaud, podcast L'écume des œuvres, Hachette Éducation.